Camarades, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Philosophie FC. Je suis Thibaut Leplat, je suis professeur de philosophie et intervenant dans l'afterfoot. N'hésitez pas à vous abonner, déclencher la petite cloche que vous avez en haut qui vous permettra d'être averti en cas de nouvelle vidéo. J'essaie d'en faire le plus possible, petit à petit évidemment, parce que bon, j'ai une vie, donc je peux pas passer ma vie à faire des vidéos. Mais en revanche, il y a des choses très intéressantes qui vont venir, des collaborations, d'autres types de formats. Je vous en dirai un peu plus dans une vidéo dédiée. Pour le reste, cette vidéo est consacrée donc au problème de la défaite dans le football, en particularité la question de savoir si les bonnes défaites existent. On se retrouve à la fin de la vidéo. J'espère que vous allez kiffer. Il n'y a qu'un seul problème véritablement sérieux dans le football, c'est le problème de la défaite. Regardez les réactions après Manchester United-Lyon la semaine dernière. Perdre 5-4 dans les dernières minutes après avoir remonté un 2-0, puis avoir mené ensuite 4-2, le tout à 10 avec un joueur en moins, donc il y a de quoi avoir le seum. Terme qui revient à la fin du match, c'est-à-dire le seum en arabe, je vous rappelle ce que c'est le venin. C'est cette sensation qu'on ressent après une défaite, une sorte de poison qui vous consume de l'intérieur. Ce seum, je crois que c'est vraiment le goût de la défaite, c'est au sens propre du terme. C'est la sensation première de la désillusion sportive et donc d'abord une expérience de désespoir teintée évidemment de colère. La sensation de défaite n'a pas grand-chose à voir avec évidemment l'idée de fair play. Elle est complètement contradictoire même à l'éthique du fair play. On vous apprend dans le fair play à tendre la main, à être aimable quand vous avez perdu, à reconnaître votre défaite, tout un tas de choses qui évidemment ne sont absolument pas spontanées, pas immédiates. Le seum, c'est plutôt exactement le contraire de l'esprit de fair play, et pourtant le seum, c'est quand même précisément une sensation de football. Quiconque a déjà joué un match, en a déjà perdu un, a au moins ressenti cette colère, une sorte de stupide envie de pleurer des soirs de défaite, dit Camus. On a beau essayer de se civiliser, d'apprendre les bonnes manières, de nous éduquer, la sensation véritablement authentique de la défaite, c'est absolument pas le fair play. Contrairement à tout ce qu'on peut dire, contrairement à tout ce qu'on peut dire aux enfants, la première réaction, la plus naturelle, c'est la colère, le venin, cette manière de s'énerver après une défaite. Je ne parle pas d'un point de vue moral, je ne dis pas que c'est normal d'un point de vue moral, je dis juste que c'est normal d'un point de vue naturel. Naturellement, on ne réagit pas en souriant après une défaite. Plus on a joué de manière sérieuse, plus la défaite est insupportable. Donc à première vue, l'expérience de la défaite est éminemment douloureuse. C'est absolument pas un plaisir. Alors on entend souvent maintenant qu'il y a une vertu de l'échec. Il y a tout un tas de philosophes ou parfois d'intervenants, beaucoup de gens sur LinkedIn aussi, pour nous expliquer que finalement la défaite c'est très bien, qu'elle a tout un tas de vertus et qu'on peut même en faire une philosophie. Bon. Allez voir quelqu'un qui vient de se faire éliminer d'une demi-finale, un joueur ou un supporter, allez lui expliquer que finalement la défaite est vertueuse et que bientôt il va pouvoir gagner, c'est absolument inaudible. Moi, le 17 novembre 1993, je me souviens très bien, j'étais dans les tribunes du Parc des Princes pour ce France-Bulgarie, j'étais en hauteuil rouge, Kostadinov a marqué le deuxième but sous mes yeux. Je peux vous dire que là, on aurait pu me dire, vous inquiétez pas, vous êtes éliminé pour la Coupe du Monde 94, mais c'est mieux, vous aurez 5 ans pour préparer la prochaine. C'est complètement inaudible, ce qui est insupportable quand on est supporter, quand on est gamin, quand on est joueur, c'est précisément de ne pas jouer le prochain match. C'est ça le problème de la défaite, c'est on est absolument inconsolable. Moi je me souviens avoir pleuré dans mes gants en laine bleue de cette défaite-là, de l'insupportable rage que suscitait cette défaite-là, parce qu'on n'avions pas le droit d'aller au mondial avec les autres. Non, quand on perd, on a juste envie de chialer en fait, on n'a pas envie de penser. Donc le discours de la bonne défaite sonne complètement faux pour le supporter de football et ne console absolument personne. C'est que du football, vous inquiétez pas, vous allez vous en remettre, etc. Oui, merci, on a compris que c'était que du foot, on le sait. C'est justement ça le problème, c'est que du football et on se met dans un état comme ça. Comment se fait-il qu'on se mette dans de tels états alors que précisément ce n'est que du football, alors que c'est complètement dérisoire et qu'après des décennies de fair play, des décennies d'éducation, tout le travail qu'a fait l'école, qu'ont fait les parents, qu'ont fait nos entraîneurs pour nous éduquer, on continue à ressentir cette stupide envie de chialer les soirs de défaite. La défaite est à proprement parler impensable parce qu'elle n'est pas une idée, en fait, la défaite. La défaite, c'est pas une idée, la défaite, c'est pas un concept. La défaite, c'est une expérience. Une expérience, à mon avis, de l'absurde. C'est précisément ce que Camus décrit comme l'absurde, on va y revenir, c'est-à-dire un moment où le sujet est confronté à un monde qui ne veut pas de lui, un monde qu'il rejette. C'est ce qui rend la défaite proprement invivable. Hein. Le 17 novembre 1993, on a été rejeté du mondial. Le mondial ne voulait pas de nous, le football ne voulait pas de nous. Pourquoi c'est un poison? Parce qu'il nous contamine, en quelque sorte. Il contamine et il nous rend malades. Mais ce poison, ce seum, est un pharmakos, comme on dira en grec, c'est-à-dire à la fois un poison, mais aussi un remède.
Pour commencer, un paradoxe. Le sport de haut niveau vit très mal, a une peur panique de la défaite. Celui d'un désaccord fondamental entre l'idéal sportif, l'idéal du fair play, l'idéal du civisme, l'idéal du partage, de la communion, et la réalité de la compétition. La réalité de la compétition, c'est du sport de haut niveau, c'est exactement le contraire, c'est la loi du plus fort. C'est absolument pas la loi de la politesse, c'est pas passer avant moi je vous prie, c'est pas la galanterie. Au contraire, c'est la loi du plus fort. Je suis plus fort, donc je dois gagner. Et c'est précisément l'attrait du jeu, c'est l'attrait de la victoire. C'est absolument pas la défaite. Même quand on veut penser la défaite, on ne peut la penser qu'à travers le filtre de la victoire future. Et ce qui est complètement paradoxal, parce que dans la vie d'un sportif de haut niveau, c'est l'omniprésence de la défaite. Quand on fait des stats, par exemple, sur une carrière d'un footballeur de haut niveau qui aurait joué entre 10 et 15 ans, je parle pas de Léo Messi, je parle du joueur moyen par excellence. Par exemple, Romain Amouma, je m'excuse auprès de lui, c'est pas Léo Messi, un bon joueur de Ligue 1. Romain Amouma, c'est environ 40% de défaites en carrière. Et si on ajoute à ça le taux de match nul, le taux de déception sportive est bien supérieur à 50%. Le quotidien du joueur de football, c'est absolument pas la victoire, c'est la défaite. Et pourtant, la défaite, on ne veut pas la penser. Elle n'est pensée que comme préalable à la victoire finale. Et pour autant, ça devrait être l'inverse en réalité. Ça devrait être la victoire qui est le préalable à la défaite future, parce que ce qui est quotidien, ce qui est répété, ce qui est omniprésent, c'est la défaite, c'est le résultat contraire. C'est l'idée qu'on va perdre le prochain match, ou qu'on va pas réussir tel exercice, ou qu'on va essayer de le refaire. Regardez même chez les supporters. Regardez Nick Hornby, vous connaissez son célèbre carton jaune, un fever pitch en anglais, qui raconte un peu le quotidien d'un écrivain et en même temps supporter d'Arsenal, qui passe un peu par toutes les phases, et il raconte quelque chose au début du bouquin, sa découverte du métier de supporter, du quotidien de supporter, je cite. « J'ai vu le même phénomène à Chelsea, à Tottenham, quel que soit le match, à croire que par nature et quel que soit le score, tout fan est condamné à l'amertume et à la déception. » Sa première constatation, c'est donc que le supporter n'est jamais content. Il passe son existence pris dans l'amertume et la déception. Son état d'esprit général, c'est mélancolique. Il dit, quel que soit le match, par nature, c'est bien ce qu'il dit, quel que soit le score, par nature, l'état d'esprit du supporter, c'est la mélancolie. Les joueurs ne sont pas à la hauteur des attentes. Le résultat est décevant. Et il y aura toujours plus de déception que de victoire. On ne peut pas gagner tous les championnats tous les ans. On ne peut pas gagner tous les matchs d'une vie. Donc si chaque fan est condamné, c'est le terme qui est employé par Hornby, c'est-à-dire qu'il est voué à un destin tragique, mais également sanctionné d'une souffrance supplémentaire. Le supporter est condamné deux fois. Condamné en tant qu'il est voué à être déçu, mais en même temps condamné parce que sa souffrance est inutile, sa souffrance est dérisoire au regard des faits. Deuxième idée à la fin du texte, je découvrais qu'un divertissement pouvait causer de la souffrance, phénomène que je ne soupçonnais pas et auquel pourtant il me semble que je m'attendais. Il s'attendait au stade à des effusions de joie. En fait, il se rend compte que le quotidien des supporters est plutôt là exactement l'inverse. Pourquoi viennent les supporters? C'est absolument pas pour se réjouir, mais pour râler ensemble, pour souffrir ensemble. Par le détour du jeu, par le détour de l'amour d'un club, on va se débarrasser d'émotions, de passions tristes. C'est la catharsis, en fait. C'est ce que Aristote appelait la catharsis dans la tragédie. On va voir la tragédie pour se purger des émotions mauvaises, des bas instincts. L'éthique du supporter repose donc sur un principe. La défaite, inexorable, est plus authentique que la victoire. La conséquence, c'est que l'éthique du supporter, en réalité, repose sur une sorte de mélancolie. Je t'aime même si tu perds. D'ailleurs, c'est le slogan des supporters du Betis Séville, c'est Manque Pierra, Vamos el Betis Manque Pierra, ça veut dire, c'est une sorte de contraction qui veut dire Anque Pierra, qui veut dire j'aime le Betis même s'il perd. J'aurais envie d'ajouter j'aime le Betis surtout s'il perd. C'est un peu ça l'éthique du supporter, c'est-à-dire que je suis là dans les victoires et dans les défaites, et qu'en quelque sorte mon rôle est peut-être plus important dans les défaites que dans les victoires. Et c'est le supporter, c'est la défaite qui définit le supporter authentique. L'authenticité se définit par le fait que je sois présent alors que mon équipe perd. En quelque sorte, je t'aime même si tu perds. Je t'aime même si tu ne m'apportes pas la satisfaction que j'étais en droit d'attendre de toi. Quelle est la conséquence de tout ça pour nous, pour notre problème? Que la défaite, ce n'est pas rien du tout. Que la défaite, effectivement, est centrale dans le football, que ce soit sur le terrain, on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple de Romain Amouma, mais aussi chez le supporter, parce que c'est cette défaite-là qui est le ciment, en quelque sorte, de l'appartenance. L'essence du football, elle est précisément dans cette déception perpétuelle, dans cette organisation de la déception, si je puis dire. Donc si la défaite, c'est central, si la défaite est véritablement le pain quotidien du footballeur, pourquoi se mettre dans tels états quand il perd? Et pourquoi autant de sommes alors que c'est le quotidien du footballeur? Qu'est-ce qui se passe dans la défaite pour que le footballeur, je parle de footballeur, tout l'amateur de football de manière générale, ne puisse à ce point avaler le venin, comme dirait Bielsa? Pourquoi c'est aussi difficile
d'avaler le venin. Et qu'est-ce qui se passe si on l'avale, le venin? Comment faire pour ne pas mourir de seum? Le football de haut niveau s'appuie sur un vieux mécanisme qui est le mécanisme décrit par Nietzsche, qui est le ressentiment. Le ressentiment, c'est l'incapacité à oublier. C'est la situation qui me met, par exemple, une frustration que j'ai vécue. J'ai pas réussi à parler, j'ai été impuissant à tel moment de ma vie. Et le ressentiment, c'est cette incapacité que j'ai à oublier ce moment d'impuissance. Cette incapacité à oublier se métabolise, se transforme en un complexe pulsionnel. Je vais substituer à cette impuissance une supériorité morale. Je vais transformer mon impuissance réelle en une supériorité idéale, une supériorité morale. C'est l'invention de la morale. C'est comme ça que la morale est inventée, dit Nietzsche. C'est-à-dire que l'homme du ressentiment, c'est cet homme qui ne parviendra à se dédommager, dit Nietzsche, qu'au moyen d'une vengeance imaginaire. Le joueur humilié par la défaite n'a d'autre choix que de se rétablir sur le plan moral, de rétablir un équilibre qui a été brisé par son impuissance. Il doit donc transformer son infortune en agression extérieure. C'est la faute du destin, du hasard, de l'arbitre, de l'adversaire, de l'entraîneur. Je souffre, donc quelqu'un doit en être la cause. C'est une phrase célèbre de Nietzsche. Tout le travail va consister de faire de cette souffrance une imputation, la transformer en accusation à l'égard de quelqu'un. Là c'est typiquement France-Allemagne 82. Je mène 3-1 jusque dans les prolongations contre l'Allemagne et puis se fait remonter dans les dernières minutes pour finalement être éliminé au tir au but. Cette première immense déception du football français va donner lieu à toute une littérature, et notamment dès le lendemain, dès les 2 jours qui vont suivre dans la presse de l'époque, où Albert Batteux, qui lui-même avait été l'entraîneur de l'équipe de France, qui avait été en demi-finale en 58 en Suède contre le Brésil, qui a été l'entraîneur du Grand Reims, qui était un entraîneur très offensif, un entraîneur qui aimait le beau jeu, va écrire un article. Il va en quelque sorte donner naissance à cette idée un peu étrange de la défaite glorieuse. Les Français mènent 3-1, dit-il, doivent gagner, ils perdent à cause de tirs au but, c'est dur. Je dirais simplement que l'équipe de France a connu une défaite victorieuse, qu'elle a perdu sa demi-finale, mais qu'elle a gagné beaucoup de choses. Finalement, cette défaite qui est réelle, l'impuissance réelle, est transformée en supériorité morale. En fait, je n'ai pas perdu, en fait, c'est moi qui ai gagné sur le plan moral. Les chroniques de l'époque sont un peu ambiguës sur la forteresse allemande, tout un tas de métaphores. On n'est pas si loin que ça de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, et de l'autre côté, les Français agiles, frêles, frais, collectifs, qui finalement tombent, mais qui ont gagné sur le plan moral. D'où vient cette idée qu'il faille absolument changer de registre? Pourquoi la défaite doit à ce point changer de nature? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas juste l'accepter, la défaite? À quelle nécessité, à quel désir obéit cette idée de victoire morale? Au besoin de ne pas retourner contre soi sa déception, au besoin de ne surtout pas faire son autocritique, au désir de ne pas s'effondrer sous le poids de sa propre culpabilité, de sa propre déception. Je souffre, donc quelqu'un doit être la cause, c'est quelqu'un d'autre qui doit être la cause de ma propre déception, je n'ai rien à me reprocher, au contraire je suis même supérieur à mon adversaire. C'est une peur de perdre transformée en joie d'être supérieur moralement. J'ai perdu mais j'ai gagné, je suis donc irréprochable. La supprimer du vocabulaire, c'est du ressentiment dans la mesure où on retrouve cette espèce de cheminement pulsionnel. Il ne faut absolument pas ressentir cette émotion négative et il faut la transformer en quelque chose de supérieur. Bref, ces discours un peu des vertus de l'échec, Charles Pépin en a même fait un livre, peut se comprendre à titre individuel. On peut arriver à accepter qu'effectivement il y a des obstacles dans la vie ou parfois des défaites qui peuvent nous faire du bien, qui peuvent nous aider à comprendre. Ok, sauf que aller voir un supporter à la fin d'un match, d'une élimination de demi-finale, toujours cette idée en tête, ça va pas l'aider. Vous avez peu lui dire les vertus de l'échec, lui expliquer comme c'est important pour lui de perdre, etc. C'est pas ça qui va le consoler. Ah mais c'est pas grave, c'est du foot. Justement, on sait que c'est pas grave. Mais c'est précisément pour ça qu'on se met dans cet état-là. Et c'est précisément parce que c'est pas grave qu'on est à ce point dévasté. Moi, tout ce que je veux dire là, c'est qu'il faut faire droit à la défaite et comprendre la défaite sportive dans toute sa profondeur. Pourquoi? Parce que je crois que c'est une expérience qui est fondamentale et qui est une expérience qui nous rapproche de ce que Camus disait de l'absurde. Et en fait, je crois véritablement que la défaite, c'est une expérience de l'absurde. C'est pas une idée, c'est pas une théorie, c'est pas une vertu, c'est pas un courage, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui existe, indépendamment de notre volonté, et qui nous dit des choses très intéressantes sur notre rapport au monde. Et notre rapport au football, évidemment. On sent bien que le discours du développement personnel sur la défaite LinkedIn, sur finalement tout le monde gagne, il n'y a plus personne qui perd, échoue à nous consoler.
Moi, en 93, ça m'a pas du tout aidé, ce genre de considération. Les vertus de l'échec, ça fonctionne pour des choses graves, mais pour des choses pas graves. Ça fonctionne pas, les vertus de l'échec. Pourquoi? Alors là, il faut revenir à Camus. Je vais vous relire la phrase complète qu'on a citée tout à l'heure, qui est issue d'un célèbre article qu'il a donné à France Football quelques jours après l'obtention du prix Nobel de littérature. Un jour, on reviendra sur ce texte en entier, parce que c'est un texte absolument fondamental pour comprendre la philosophie de Camus et pour comprendre une certaine vision du football. C'est pour cela que j'ai tant aimé mon équipe, pour la joie des victoires, si merveilleuse, lorsqu'elle s'allie à la fatigue qui suit l'effort, mais aussi pour cette stupide envie de pleurer des soirs de défaite. Cette stupide envie de pleurer des soirs de défaite. Il y a tout dans cette phrase-là. Pourquoi? Parce qu'il faut la comprendre dans sa globalité. On est exactement dans la situation de l'absurde et je vais essayer de vous montrer pourquoi. D'abord, dans cette phrase, ce qui est très important, c'est que la victoire et la défaite sont mises sur le même plan. Il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre, pour la joie des victoires si merveilleuses, et aussi pour les soirs de défaite. Ça veut dire que tant la victoire que la défaite donnent sens au goût du football et à l'amour du football. Mais, attention, selon deux régimes bien différents. D'abord, qu'est-ce qui fait qu'on aime la victoire? Pour la joie des victoires si merveilleuse lorsqu'elle s'allie à la fatigue qui suit l'effort. La victoire n'a de sens que quand elle s'ajoute, elle succède à une forme de souffrance, à un effort, à quelque chose de difficile. Il n'y a de joie de victoire que si l'effort qui a été fourni a fait souffrir. La victoire, c'est une forme de rédemption de l'effort. Sous-entendu, il n'y a pas de victoire si il n'y a pas d'effort. La joie morale de la victoire se mêle donc à l'épuisement physique. L'effort a eu un sens et il a payé, comme on dit souvent. Il y a quelque chose de l'ordre vraiment de la rédemption, du salut à travers la victoire. L'effort a eu un sens, c'est-à-dire donc une finalité heureuse. Et la deuxième idée, et cette fois-ci sur le côté de la défaite, c'est que la défaite est stupide, incompréhensible, elle est un sentiment de rage, on est proche du somme, ou plus précisément la réaction qu'elle suscite est véritablement charnelle. C'est-à-dire quoi stupide? Ça veut dire qu'elle est immédiate, et que immédiatement on a envie de pleurer. C'est ce que dit cette stupide envie de pleurer des soirs de défaite. Elle est stupide, c'est-à-dire qu'elle n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que j'ai fourni autant d'efforts, mais je n'ai pas eu la rédemption qu'aurait pu m'offrir la victoire. La volonté a donc échoué à s'imposer, au point de poser la question même du sens de l'effort. Et que c'est en cela qu'elle pose vraiment problème et qu'on rage précisément l'effort qu'on a fourni ne va pas payer. En quelque sorte, le football, le jeu nous doit quelque chose qu'il ne nous a pas donné. Il y a une forme de trahison du football à l'égard du joueur. L'expérience de l'absurde chez Camus, c'est ça, c'est ce décalage énorme entre ma volonté et un monde qui ne veut pas de moi, et un jeu qui ne veut pas de moi. Qu'est-ce qui se passe dans les défaites? Mon effort est absurde, mon effort n'a servi à rien, mon effort n'a pas eu de sens. La mobilisation cognitive, sentimentale, parfois même économique, qu'a suscité ce match-là n'aura pas de paiement, ne sera pas honoré. L'échange n'aura pas lieu avec le monde. Le monde ne veut pas de moi. Le monde me rejette. Et c'est en cela que c'est stupide. Parce que c'est stupide, pourquoi? Parce qu'il y a une démesure. Parce qu'on voit bien qu'il y a une différence énorme entre le sentiment de rage que ça suscite et l'événement parfaitement dérisoire qu'il a généré. Le venin ne descend pas en quelque sorte chez Camus. Le venin n'est pas à avaler, il remonte en quelque sorte. Ce que nous apprend le football à travers cette expérience de l'absurde, c'est que le venin en quelque sorte n'est pas fait pour être avalé, mais pour être dévoilé. Le venin remonte, c'est-à-dire le venin c'est quoi? C'est l'expérience de l'absurde, c'est l'expérience d'un désir qui est confronté à un monde qui n'en veut pas, à un monde qui le rejette. Je veux dire une phrase, c'est une phrase très célèbre du mythe de Sisyphe. Il arrive que des décors s'écroulent, levés, tramway, 4 heures de bureau d'usine, repas, tramway, 4 heures de travail, repas, sommeil, et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi sur le même rythme. Cette route se suit aisément la plupart du temps. Un jour seulement, le pourquoi s'élève et tout commence dans cette lassitude teintée d'étonnement. Le pourquoi, c'est la question de la défaite. Pourquoi? Je m'attendais à un échange, je m'attendais à une victoire, je m'attendais à une émotion, je ne l'ai pas eu. Pourquoi? Elle est là, l'expérience de l'absurde. C'est un moment, c'est ce moment de conscience où je sens que je n'ai pas eu, la promesse n'a pas été tenue. Et donc, l'absurde, c'est ce divorce, dit Camus, entre l'esprit qui désire et le monde qui déçoit. Ma nostalgie d'unité, cet univers dispersé et la contradiction qui les enchaîne. Pour conclure, je dirais deux choses. D'abord, qu'il n'y a pas de bonne défaite. Il n'y a pas de bonne défaite parce que la défaite est par essence insupportable. La seule existence même de la défaite la rend insupportable. La rage qu'on y ressent ne peut pas être bonne. Vouloir la maquiller en lui donnant un aspect un peu moralisateur,
c'est en fait déplacer le problème, c'est absolument pas le résoudre. La deuxième chose très importante, c'est quoi? C'est que la défaite, c'est une expérience de l'absurde. Aucune raison de positiver après une défaite. Si ce n'est pour faire comme Sisyphe qui, regardant la pierre redescendre du côté de la montagne, s'apprête à recommencer, et à ce moment-là se dit voilà tout ce que j'ai fait dans ma journée, je vais recommencer, il regarde un peu le paysage, il contemple, et il recommence. Il y a un moment de conscience, de celui qui est condamné à un travail absurde, inutile, et qui pourtant, dans l'inutilité de ce travail, il voit la grandeur de sa propre existence. Cette défaite, en réalité, n'est pas une perte. Cette défaite, c'est un profit. C'est oui, je perds, oui, je ressens cette stupide envie de pleurer, oui, je sens que tout cela est injuste, mais pour autant, cette défaite a beau être injuste, a beau être la promesse, a beau ne pas avoir été tenue, malgré tout, je contemple cette existence et je contemple le rythme de cette existence que ce jeu me permet de comprendre. J'éprouve l'existence pleine et entière au moment où j'éprouve cette défaite-là, et au moment où j'éprouve cette révolte à l'écart de la défaite. Car le deuxième mouvement, après le mouvement de l'absurde, une des raisons pour lesquelles je crois Camus aimait à ce point le football, et je crois pour lesquelles il dit des choses aussi justes sur ce sport, c'est que ce qui fonde notre retour au football, c'est pas véritablement l'amour, c'est la révolte à l'égard de la défaite précédente. Je vais me révolter contre ce monde qui est indifférent à mon propre sort. Il n'y a pas de bonnes défaites, il n'y a que des vraies défaites, et le jeu, c'est en forme une sorte de révolte contre l'absurdité. N'hésitez pas à commenter, liker, chercher la petite cloche en haut pour être averti des nouvelles vidéos. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me donner des idées aussi pour traiter d'autres sujets. Je pense qu'on pourrait traiter le mythe de Sisyphe en particulier pour le traiter de manière un peu plus détaillée sur le football. J'ai d'autres idées aussi. A bientôt, camarades.